Salut les Astrams, on se retrouve encore pour un jalon. Cette fois-ci, on va quand même parler d'un truc un peu plus simple que les derniers qu'on avait abordés, qui étaient quand même relativement, qui étaient des constellations assez faibles, assez compliquées à trouver. Voilà, non, on va repartir sur un truc un peu plus sympa. Allez, on se fait un petit générique, on va tout de suite après. Oui, donc nouveau jalon. Là, on repart vraiment sur de l'exploration, on va dire, de constellations, je vais dire un petit peu de constellation un petit peu de premier plan. Plutôt constellation fin d'hiver, fin d'hiver, printemps. On va parler de la couronne boréale. Cette constellation, c'est pas une grosse constellation, hein, on va se le dire tout de suite, on va passer sous Stellarium et vous allez voir. C'est pas une énorme constellation, mais elle est quand même très riche, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, où est-ce qu'elle se situe? C'est une petite constellation, comme je viens de dire, qui est située entre Hercule et le Bouvier. On a la Grande Ourse qui est pas très loin. Donc, elle est assez simple à repérer à l'œil nu, à partir du moment en fait où on sait où regarder. Elle a quand même une forme qui est assez caractéristique, et c'est vrai que c'est sympa. Moi, c'est une des constellations que j'aime bien regarder. C'est peut-être bien parce que ça a été l'une des premières que j'ai appris à reconnaître en partant, voilà, en sortant un petit peu de la zone de confort des trucs classiques, quoi. Alors, la couronne boréale, à quoi est-ce qu'elle se rapporte d'un point de vue historique? D'un point de vue mythologie, là, on va partir sur la mythologie grecque. On va faire appel au mythe du Minotaure. Donc, je vous rappelle, c'est Thésée donc, qui a été chargé d'aller tuer le Minotaure. Et donc pour ce faire, donc, il va dans le labyrinthe et il est donc aidé d'Ariane qui va donc le guider à travers le labyrinthe, à travers le fameux fil d'Ariane. Bon, alors en échange de l'aide d'Ariane, il promet de l'épouser si Ariane l'aide à ressortir du labyrinthe. Bon, pas de bol pour Ariane. Il va pas tenir sa promesse, le Gugus. Non, il va l'abandonner sur l'île de Naxos, sur le trajet en retour, donc en rentrant chez lui en Grèce. Il l'abandonne sur l'île, et donc là, se passe un miracle miraculeusement miraculeux. C'est donc que le dieu Dionysos posa son regard sur la belle Ariane et tomba éperdument amoureux. Bon, ça c'est beau, c'est bien beau, mais en même temps c'est les dieux grecs, on est un peu habitué. Le fait est que, après leur mariage, Dionysos offrit une couronne ornée de 7 gemmes à Ariane. Vraiment apparemment une couronne magnifique qu'elle portait après le mariage. À partir donc du moment malheureusement où Ariane, qui était restée mortelle, décéda, Dionysos récupéra donc cette couronne et donc la plaça dans le ciel pour pouvoir honorer sa bien-aimée de manière quasi permanente. Donc en fait c'est pour ça que la constellation représente donc la couronne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles, les 7 gemmes dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire un petit peu poétique. C'est mignon, je trouve, ça fait un peu fleur, ça fait un peu roman à l'eau de rose, mais c'est bonbon, quoi. Ça fait pas de mal des fois. Quoi dire de plus par rapport à cette constellation? Pour la repérer, c'est pas trop compliqué. Bien qu'effectivement
les étoiles soient pas très très nombreuses, on est quand même vachement aidé par le fait qu'on est quand même sur des magnitudes qui sont largement abordables même en ville. On va se balader entre du 2,20 et du 5, donc c'est facilement visible à l'œil nu, même en pleine ville, je pense, oui, de chez moi je l'ai déjà vu. Pourtant je suis bien effectivement en pleine ville. Et l'avantage aussi, le deuxième avantage, c'est qu'elle a quand même une forme qui est vachement caractéristique. Donc en fait, voilà, ça fait l'espèce vraiment, on distingue vraiment la couronne. Pour une fois, on a vraiment quelque chose qui ressemble au nom de la constellation. Donc pour la localiser, je trouve que le plus simple, c'est de partir de la queue de la Grande Ourse. La queue de la Grande Ourse, je vous rappelle, vous prolongez la courbure, vous allez tomber sur Arcturus, la constellation du Bouvier qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps. Et souvenez-vous, je vous avais dit à l'époque que c'était quand même une pierre un peu angulaire de tout le ciel de cette région-là, qui pouvait justement nous servir à aller gambader un petit peu pour retrouver d'autres constellations. Donc là, vous allez porter votre regard un petit peu plus vers le sud, l'est, et un petit peu plus vers le haut, vers le zénith. Et vous allez remonter en partant d'Arcturus, vous allez remonter d'à peu près une vingtaine de degrés. Voilà, ouais, pas tout à fait 20 degrés. Pas tout à fait. Et donc vous allez tomber sur une étoile, là, qui s'appelle Alphecca. Alphecca, donc c'est l'étoile alpha de la couronne boréale. Donc c'est elle justement qui a une magnitude à 2,20. Et donc de là, en dégrossissant un petit peu votre regard, vous allez tomber sur un truc qui ressemble à un petit bol, ou une couronne. Ça c'est selon votre perception de la chose. Tout dépend si vous avez soif ou si vous aimez bien les têtes couronnées. On va dire ça comme ça. Comme je disais, donc oui, l'un des principaux avantages de cette constellation, c'est qu'elle est quand même relativement brillante, bien que pas très étendue, mais donc ça permet de la voir un peu partout. Maintenant, passons au vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant qu'on peut aller voir là-dedans? Alors, bien que la superficie occupée par la constellation soit quand même relativement petite, on a quand même énormément de choses. Alors, cherchez pas d'objets du catalogue Messier, vous n'en avez pas. Par contre, vous avez un nombre assez incalculable d'objets du catalogue NGC et d'autres catalogues annexes que je ne détaille pas dans ces vidéos. Enfin, pas tout le temps, parce que sinon, on s'en sortirait pas, les vidéos feraient 4 heures. Non, vous avez beaucoup d'objets du catalogue IC et du catalogue Abel. Donc, on va aller se les faire apparaître dans Stellarium. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour nous. Je me suis gouré, hop, voilà. Et vous allez voir, quand je vous disais, vous voyez, là j'ai donc coché Abel, j'ai coché le catalogue IC, et je vais augmenter les curseurs à fond, c'est volontaire, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors déjà, on n'y voit plus grand chose. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un paquet de bidules, il y en a tout un tas. Il y en a vraiment tout un tas. On va s'intéresser à quelques-uns, et après je vous expliquerai un petit truc. Donc alors, on va s'intéresser essentiellement à Abel 2065. Abel 2065, il fait partie d'un amas globulaire, d'un amas de galaxies, pardon, qui est assez remarquable. Déjà, il est remarquable pour plusieurs raisons. Déjà par la composition de cet amas, c'est à peu près 400 galaxies. Donc c'est quand même déjà un beau truc. C'est quand même déjà pas mal. Dans cet amas, c'est pas... On va dire que l'accessibilité à l'astronome amateur que nous sommes est quand même un peu compliquée. J'explique pourquoi. La composante la plus lumineuse de cet amas est quand même de magnitude 16. Donc espérez pas la voir à l'œil nu, ni encore moins à l'oculaire. Vous ne pourrez la distinguer qu'avec des cieux, on va dire, plus limpides possible, avec le moins de pollution lumineuse possible, et encore en photo. Peut-être qu'avec des télescopes de 700 mm, 900 mm, ok,
En dessous, non. Hein, non, mauvais plan. Ensuite, il a aussi l'amas de la couronne boréale. Il a vraiment une composante remarquable, c'est sa taille. La taille de cette structure est tout simplement monstrueuse. On est sur du 10 milliards d'années-lumière par 7,2 milliards d'années-lumière. C'est tout simplement énorme. C'est une structure de Barjot. Hein. Voilà. Cette structure, si jamais je réussis à trouver une photo, je vous la mettrai en pastille. Donc, l'amas de la couronne boréale, en fait, il fait partie d'une superstructure. Cette superstructure, on peut commencer un petit peu à la distinguer. Alors oui, là, il y a quand même beaucoup de trucs. Là, vous avez la constellation d'Hercule, et là, en fait, vous avez toute une espèce de chaîne d'objets du ciel profond. En fait, ce sont beaucoup de galaxies, et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le grand mur Hercule, couronne boréale. Donc, en fait, il est composé de milliers et de milliers de petits regroupements, donc de mini-parties d'amas, dont l'amas de la couronne boréale qui est ici, mais pas que. Il est constitué donc, comme je le disais, de l'amas de la couronne boréale, donc c'est Abel 2065, mais il est aussi composé d'Abel 2061, qui est ici. On va passer par l'outil de recherche, ça sera plus simple, d'Abel 2061, là. Voilà, donc on n'a pas de photo, hein. Pour ces catalogues-là, oubliez. Hein. D'Abel 61, d'Abel 65, donc comme je vous disais. On a quoi d'autre? On a Abel 2067. Il est pas très loin, ça je le sais, mais je sais plus où il est. Abel 2067. Voilà, il est juste là. On a quoi d'autre? On a Abel 2079. Voilà. Et on a un dernier, et encore, je pense que j'ai arrêté le compte avant, Abel 2089. Donc on est quand même déjà pas mal là sur cette zone-là. Donc en fait, vous voyez que on occupe déjà une bonne partie de la constellation. On est vraiment sur une constellation qui est hyper riche. Vraiment très très riche. Et encore, vous voyez à côté, là, là c'est tout simplement illisible de regarder un catalogue comme ça, c'est pas possible. Donc je vais me rebasculer avec des trucs un peu plus sympas, un peu plus sympatoches quand même, parce que là, faut pas déconner quand même. Voilà. Alors c'est vrai qu'effectivement, voilà, quand on ramène à des curseurs, on va dire plus courants, ça paye pas de mine, hein, mais c'est vraiment une zone là. Vous pouvez vous amuser, je pense, si jamais vous avez l'opportunité. Rien que un simple trépied photo motorisé, c'est encore mieux. Donc une monture, monture nomade. Oui, une AM3 par exemple, une AM5, oui, ok. Une Sky Adventurer, ça peut être pas mal aussi, ouais. Posez ça, vous mettez et vous faites des photos comme ça. Vous faites donc de l'ultra grand champ avec un appareil photo. Là, à mon avis, déjà, là, vous allez en prendre plein les yeux et vous allez pouvoir révéler pas mal de petites nébulosités, donc qui feront partie soit de l'amas de la couronne, soit vraiment de la superstructure. Donc c'est vraiment une super constellation, franchement, n'hésitez pas à y aller, il y a toujours un truc intéressant à regarder. Bah écoutez les astronomes, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour ce jalon-là. Peut-être un petit peu plus brouillon que les autres, mais en même temps, si vraiment je voulais parler de tout, la vidéo aurait fait 4 heures. Donc j'ai vraiment essayé d'être synthétique et de m'arrêter sur les points, on va dire, les plus évidents de la constellation. Bon bah écoutez, moi je vous dis bon ciel les astrams, bon visionnage, et on se dit dans 15 jours. Ciao.